Et si on a parlé de bilan pour les 2 mois du président provisoire de la République, il est rentré dans le cadre d'un accord qui était signé le 6 février 2016 entre des acteurs, plusieurs acteurs. Et parmi les acteurs, il y a l'ancien président Joseph Michel Martelly, le président de la Chambre des députés, honorable César Chancy, et le président du Sénat de la République d'alors, l'honorable Jocelyn Privert. Et là, nous prenons le contexte accord là, il était signé. Nous pas quoi nous allons inventer rien. Ni nous allons répéter rien aussi, puisque nous tous qui là, journalistes, auditeurs et téléspectateurs, nous connaissons notre contexte accord ça a été signé, puisque tu gagné des élections qui doivent être faites dans le pays pour renouveler le personnel politique. 9 août, tu gagné des élections législatives, c'est-à-dire élections pour députés avec sénateurs. Le 25 octobre, tu gagné élection pour présidentielle et aussi deuxième tour législative, sans oublier élection pour magistrats. Ça nous relève les collectivités territoriales ou du moins les municipalités. Résultat qui te baille le 9 août, sous élection 9 août, il te baille en pile problème. Et c'est ça qui prend la cause. Deuxième tour élection présidentielle qui peut être faite là. Deuxième tour n'a pas de capable de faire. C'était manifestation à gauche, à droite. Et nous étions au bord de l'explosion dans le pays. Et comme je toujours dit, un leadership, il peut concrétiser, il peut manifester. C'est quand il y a des conjonctures, quand il y a des situations. Et pour tout le monde qui fait étude dans la question affaire leadership, il connaît exactement qui ça s'abaoue en termes de conjoncture, en termes de situation. Nous connaissons par exemple qui ça qui prend le baou Nelson Mandela en Afrique du Sud. Qui situation conjoncturelle qui prend le baou il y a un monde tant que Gandhi. Et nous sommes capables de continuer toujours pour nous joindre d'autres raisons, d'autres conjonctures qui parlent baou, une série de leaders. Et à cause ça, qui joignent dans le pays, dans le 5 à 6 février
2016, c'est pour te prouver nous que, au lieu que nous tomber dans crasé brisé, au lieu que nous tomber dans toute cacophonie qui était pas le gagner, eh bien, il y a un leadership qui émergeait, et ce leadership, ça, qui prend le banon, son Excellence, Jocelyn Prizère, comme président provisoire de la République d'Haïti. Et c'est leadership, ça, qui permet que jodi un pays plus frais. Et leadership, ça, la permet que le président lui avancer avec un calendrier. Et c'est un honneur pour nous introduire le président Jocelyn Prizère autour de ça nous dit les 2 mois que l'idée déjà gagné, c'est-à-dire quel est son bilan et quelles sont les perspectives. Monsieur le Président de la République, vous avez la parole. Une nouvelle fois, je salue tous les amis la presse, tous les représentants qui médias qui là, à 3 jours de 60 jours que moi j'ai ici, j'aime prévoir faire dans la transparence, j'aime toujours annoncer, moi je veux qu'à chaque semaine, j'ai moyen, j'ai obligation pour me communiquer avec nous. Et la semaine dernière, il était riche en activités, il était riche en événements, mais nous avons réservé que aujourd'hui, pour nous faire point ça. Premier élément que nous avons parler avec nous, c'est ça qui vient pour eux avec l'accord du 5 février. Et dans le cadre de l'accord du 5 février, j'aime toujours rappeler, moi j'ai gagné 2 grandes obligations en tant que président provisoire. Une là-dedans, c'était formation d'un gouvernement de consensus à travers consultation que nous allons faire au niveau des différents secteurs de la vie nationale, non seulement à travers les partis politiques représentés au Parlement, mais aussi les partis non représentés, mais qui jouissent d'une certaine influence sur l'échiquier politique. Ces mêmes consultations ont été étendues à d'autres acteurs de la vie nationale, tels que la question des médias, le secteur des droits humains, la société civile, les acteurs économiques, tout est consulté. Et c'est dans ce sens-là, dans un premier temps, nous avons choisi l'économie comme premier ministre, et malheureusement rejeté. Et nous, encore contre ces consultations, nous choisissons le professeur Enel Jean-Charles comme premier ministre qui a bénéficié d'une très grande légitimité dans les 2 chambres du Parlement. Cette légitimité permet, nous gagnons un gouvernement qui est fonctionnel et qui permet que le changement qui doit être fait dans l'administration de l'État comment c'est fait. Et par rapport à ce changement, nous avons constaté que vendredi, il y a un nouveau directeur général par intérim qui est nommé à la tête de la police nationale. Il faut nous rappeler que le mandat du directeur général Aurelius est fini, le mandat parlementaire, le mandat sénatorial. Le Sénat avait approuvé son choix et le mandat est fini depuis le 30 septembre 2014. Le gouvernement, le président, il n'a pas proposé au Sénat un nouveau directeur général pour nous ratifier et pas reproposer M. Aurelius pour que le Sénat, qui était encore fonctionnel, est ratifié. Et finalement, en 2015, en dehors de la Constitution, M. Aurelius a été reconduit à la tête de la police. Son état de fait, qui était mérité corrigé. De même, il y a 3 conseils, il y a 2 conseils d'administration qui pour gérer la Banque de la République d'Haïti. Lorsque la Constitution voulait que les conseils d'administration des organismes autonomes soient ratifiés par le Parlement, c'est de sorte que à bail à chacun de ces responsables, ça aurait la double légitimité. En sorte que le Conseil, une fois proposé par le président, ratifié par le Parlement, il y a toute indépendance que ça a besoin pour mener à bien
la politique monétaire nationale sans interférence et des ministres et du gouvernement. Le fait que vous nommez un conseil d'administration de la Banque centrale et que ce conseil n'a pas bénéficié de l'approbation parlementaire, ce conseil est dépourvu de l'indépendance et de l'autonomie que normalement que le cadre gagné pour lui prendre des mesures de politique monétaire susceptibles de maintenir la stabilité politique, la stabilité monétaire et la stabilité économique dans le pays. Aussi pareil pour la BNC, les conseils ont été nommés en dehors des normes, moins que bien responsables en stricte application de l'article 136 de la Constitution, de demander au Sénat d'approuver les conseils devant gérer ces deux institutions. De même, lorsque nous arrivons là, tout le monde se connaît dans une situation de blocage administratif que l'administration de l'État a été. De telle sorte que pendant plusieurs occasions, les déclarations que m'a fait, les décisions que m'a prendre des directeurs généraux se sont même permis d'apporter des démentis à des informations publiques et à des actes posés. Donc, faudrait-il, pour la cohérence de l'action administrative, pour permettre que l'État ne pas considérer un ensemble de petits caciques et que chaque monde dans l'État a l'obligation de réserve que la loi impose, que chaque monde qui dans l'État a une loi qui gouverne l'action, il y a des changements que nous commençons à faire au niveau des directions générales des ministères. Changement ça y a permettre pour une administration qui est stable, la permettre que les services qui sont de la population, les fonctionnaires sont plus motivés à fournir des services plutôt que à éléments de blocage au sein de l'administration. D'accord, rentrer sur un pile cas, des cas d'action, mais des cas qui étaient inappropriés, qui étaient faits dans la période de transition. Lorsque nous sommes de transition, pas oublier que nous là, dimanche 14 février, moi entré dans la fonction le lundi 15 février, et le 17, 2 jours plus tard, il y a de fortes sommes d'argent qui sont sorties dans différentes institutions du ministère que nous sommes obligés de bloquer. Que nous sommes obligés de bloquer, c'est que l'État lui-même non seulement était bloqué, mais il était dysfonctionnel, parce que même des réponses que nous avons gagné pour nous débattre à des gens qui sont victimes de catastrophes naturelles, ou bien des gens qui tapent dans la radio, qui étaient beaucoup plus à questionner la forme prise que la nécessité, que l'opportunité d'apporter des réponses à des gens victimes de catastrophes naturelles. Deuxième élément que le gouvernement a bien pour faire, que le président provisoire a pour faire, c'était la formation du conseil électoral. De même, tout secteur qui était concerné, nous avons consulté, nous avons fait les propositions et immédiatement le gouvernement du Premier ministre Jean-Charles installé, nous procédons à la nomination et à l'installation des 9 membres du conseil électoral provisoire. Je dis, le conseil électoral provisoire, il a toute l'attitude, il a toute légitimité pour lui relancer le processus électoral. Relance le processus électoral, ça veut dire que Jean-Jacques Dinakoa, le conseil électoral a l'obligation d'évaluer les étapes déjà franchies. Ça, c'est une activité. Deuxièmement, l'idée pour mettre en application les recommandations de la commission d'évaluation indépendante qui a été créée en décembre 2015 par le président Martelly. Tout ça, c'est responsabilité du conseil électoral. Une fois ces deux étapes franchies, à savoir évaluation et première étape pour l'élection 2015, deuxièmement, mettre en application les recommandations, le conseil a une obligation le plus rapidement possible. Il a souhaité au moins cette semaine que l'État a élaboré un calendrier électoral pour permettre que tout le monde connaisse qui date élection bien pour faire, que il y a des élections qui sont campées, par exemple, élections municipales que décider qui est campé au niveau de BCN, que tu as réactivé BCN pour permettre que le magistrat qui est lié soit capable de rentrer en fonction. Donc, le conseil électoral, comme nous dit, il vient pour élaborer rapidement un calendrier qui vous met l'établir qui date la PBCN et qui date la publier résultats élections municipales et qu'il y a annoncé la reprise des élections de 2015
pour permettre de compléter les postes vacants au Sénat de la République, les postes vacants à la Chambre des députés et ensuite poursuivre les élections présidentielles. Mais pendant que on s'appelle élaborer le calendrier électoral, il faut ne pas oublier l'élaborer dans un contexte financier plutôt délicat. Quel est le contexte financier actuel? C'est que aujourd'hui, nous travaillons sur un budget rectificatif. Ce budget rectificatif, ça doit préparer au cours du mois de mai. Et la Chambre des députés va partir en vacances de mai pour que pendant ce semaine, ça, pour le budget, ça va être préparé pour le Parlement voter. Il faut provision budgétaire qui est en fait là-dedans pour l'élection. Ça veut dire qu'il faut compte électoral là, déjà élaborer le budget électoral là. Deuxièmement, à partir du 30 juin 2016, c'est la date limite pour le dépôt du budget de l'exercice 2016-2017. Encore là, il faut et budget pour partir les savants déjà fait tout pour permettre que tout le monde depuis l'élaboration du budget pour nous connaître qui quantité comme cap besoin pour faire budget. Si nous disons élection de fait pour compléter les sièges vacants au sein de la République, à la Chambre des députés, les municipales, mais les élections locales pour les 575 cases qui depuis plus de 5 ans n'ont pas à leur tête aucune autorité, élections ça pour faire. Donc le Conseil électoral doit travailler sur ces élections qui sont indispensables. Et en dernier lieu, le calendrier électoral doit prendre en compte aussi les élections sénatoriales qui vont venir en octobre pour permettre qu'à partir de janvier 2017, nous ne pas retrouver encore avec un Sénat dysfonctionnel avec une présence de 20 sénateurs au lieu de 30 que le tableau gagné. Donc je dis, le Conseil électoral a toute l'autorité pour poursuivre le processus électoral, comme le Conseil électoral, dans cette déclaration, avait fait part d'un blocage politique que l'IT identifié, ça portait nous à questionner la suite des élections de 2015. Pas oublier que l'élection a été faite le 9 août et le 25 octobre. Deuxième tour, là, c'est de faire le 27 décembre. 27 décembre, c'est reporté au 24 janvier. Ça veut dire les mêmes problèmes qui avaient justifié le report du 27 janvier au 24 décembre encore là. Aujourd'hui, ces problèmes doivent être résolus. Et c'est ce que le Conseil électoral a parlé de blocage. Et moi-même, moi dit, dans toute consultation que je fais avec tout secteur que je rencontre, l'élément de blocage, il passait par d'abord recréer la confiance dans le processus électoral. Et c'est recréer confiance dans le processus électoral dit faire la lumière sur la façon dont les élections s'étaient déroulées en 2015. Et la démarche, ou bien la demande de tout acteur que nous rencontrons, c'est la formation d'une commission de vérification. Ainsi, que dès demain matin, par rapport à ce blocage identifié par le Conseil électoral, j'ai déjà adressé des correspondances à tous les partis politiques représentés au Parlement ou non, tous les partis politiques généralement quelconques, pour que ensemble nous réunissons autour d'une table, nous analysions les problèmes, nous définissons un thème de référence, nous identifions acteurs qui sont capables de former cette commission de vérification. Après cette rencontre avec les partis politiques que nous programmons pour demain mardi, mercredi, on espère recevoir les membres du CEP pour spécifier clairement où se trouvent les blocages. Et en quelque sorte, à qui point créer dans leur évaluation et à qui point dans la relance du processus électoral. Pas plus tard que hier, j'étais en tournée au CAI. Je recevoir une délégation de 18 conseils, alors disons 18 personnes qui disent qu'ils ont gagné l'élection municipale, qui te prévoit déjà demain pour y aller faire sitting devant CEPA pour se programmer les résultats. Donc nous rendons compte que nous avons besoin pour que rapidement le Conseil électoral fixe ses positions par rapport aux élections municipales, par rapport aux élections sénatoriales et législatives à compléter, par rapport aux élections présidentielles. Donc ça veut dire le calendrier électoral, il est indispensable pour que tout le monde connaisse qui côté nous pour aller, dans quelle étape que nous pour aller. Et à partir de rencontres que nous avons demain avec les partis politiques
jeudi que nous avons gagné mercredi avec le CEP, moi je souhaite mercredi réunis et avec CEPA et avec parti pour nous ayons un accord sous commission de vérification ça qui pourra permettre que très rapidement nous commençons à identifier acteurs, secteurs, nous demander pour désigner membres pour former cette commission de vérification et une fois pour toutes relancer le processus électoral et permettre que l'élection faite pour les sièges manquants au Sénat, à la Chambre des députés, l'élection présidentielle, les législations locales et finalement compléter le processus électoral pour les municipales qui bloquées par des décisions du DCN. C'est ça que nous devons partager avec nous, sans ne pas oublier de nous que pendant toute activité sur j'ai eu plusieurs rencontres avec les acteurs du secteur économique, monde qui a agi dans le secteur de l'énergie, du rapport à pétrole, monde qui a agi dans le secteur de la contrebande, comme il est clair, pendant que nous avons dit que les fonds pétrocarriers sont épuisés, pendant que nous avons dit que les ressources du trésor public sont insuffisantes, pendant que nous avons dit qu'il faut un budget rectificatif, qui va nous ramener dépenses à niveau comme nous avons ramassé, donc il faut dire bien relâchement qui est fait dans la lutte contre la contrebande, lui réactiver, et c'est en ce sens-là que actuellement là, moins gagné, on a une grande réunion, capitaine là, dans le palais, qui réunit le secteur privé, des importateurs, qui viennent la douane, qui viennent la police, qui viennent la BRH, on a le travail sur d'abord sécurisation frontière, parce que des quantités de conteneurs chargés de ciment et de fer qui traversent les frontières à des heures tardives du matin, 2 heures du matin, accompagnés d'hommes armés, et c'est de contrebande qui a réduit la capacité du trésor de disposer de ressources. De même, dans le cas du Cap haïtien, j'ai appris qu'il y a 20 conteneurs de produits cosmétiques, je reprends, 20 conteneurs de produits cosmétiques qui passaient à la douane du port du Cap haïtien, qui passaient tout sous effet personnel, qui paie 50 000 gouttes de droits. Alors chaque conteneur aurait dû payer 1 500 000 gouttes de droits de douane. Donc ça veut dire contrebande l'y lâcher, la lutte contre la contrebande doit se poursuivre pour permettre que l'État puisse disposer des moyens pour faire face à l'ensemble de ces choses. Action ça il n'y a pas qu'à faire sans des changements importants au sein de la direction. Pas oublier que le jour même, moi je suis entré ici le 15 février, alors que j'étais en conseil des ministres, il m'a été donné d'apprendre que 6 directeurs généraux ont été révoqués le jour même de mon arrivée ici. Deuxièmement, pendant que mon conseil des ministres, il y a un délégué départemental qui t'a installé. On parle de plus de 80 fonctionnaires nommés dans les différentes missions diplomatiques. On parle de plus d'une centaine de commissaires du gouvernement nommés au cours même du mois de mars, alors que je suis président de la République, je ne disposais pas encore de gouvernement. Est-ce que de telles actions ne réclament pas que des changements importants soient opérés au sein de l'administration pour permettre que ça puisse reprendre fonctionnalité et que le monde qui l'a dans eux, ce n'est pas des éléments de blocage, c'est le monde qui l'a pour fournir un service public, un service qui est payé pour eux. Voilà, mesdames et messieurs, ça que je voulais partager avec nous au cours de ce point de presse qui c'est le 4e que je fais depuis arriver ici. Merci beaucoup. J'en prends 4. Je prends 4. Demandez avant. Justement, merci Monsieur le Président, on parlait de 60 jours, moins espoir de vous arriver de questions, vous arrivez dans le pouvoir là, c'est ça qui sera la 4e conférence de presse ça. Est-ce qu'à 60 jours depuis qu'on a le pouvoir, ça veut dire nous sortis dans l'accord 5 février qui était bon, une limite
de quantité de jaune bonnet maximum 120 jours, est-ce que nous sortons la donne ou bien nous la donne? Deuxièmement, pour ce qui a passé la douane, est-ce que déjà il y a des arrestations qui fait, puisque vous parlez de contrebande qui passait la douane, selon ce qu'on dit, qui passait la douane, qui a déclaré marchandises à 50 000 gouttes, alors qu'il a dû déclarer à 1,5 million de gouttes. Est-ce que déjà il y a des autorités dans le niveau ça qui objet de arrestation ou demande à quelqu'un? Merci beaucoup. Pour première question là, je m'a rappelé que je toujours dit que les 120 jours dont il est question dans l'accord, il est clairement fixé par la Constitution dans le cadre d'une vacance présidentielle, des élections aient lieu entre 60 et 120 jours pour permettre l'élection d'un nouveau président pour droit de la révéler. Les 120 jours sont clairement inscrits dans la Constitution. Mais cela suppose quoi? Président provisoire, là, l'élu président provisoire, il disposait d'un ensemble d'instruments à sa disposition. Parmi ces instruments, il lui faut un gouvernement. Parmi ces instruments, il lui faut un conseil électoral. Donc, le fait que pendant ces 20 dernières années, ces 30 dernières années, nous, par exemple, arrivons à mettre le conseil électoral permanent sur place, à chaque fois que nous avons une vacance présidentielle, nous avons toujours retrouvé nous dans cette situation. Je dis, à 2 mois de mon mandat, j'ai exactement exécuté tout ça que moi j'ai médité comme président provisoire. Il me fallait faire des consultations pour nommer un nouveau premier ministre et former un nouveau gouvernement, moi faire. Il me fallait consulter les acteurs de la société qui ont été désignés des représentants au conseil électoral provisoire. Les acteurs ont été consultés, les membres sont restés là pendant des mois, pendant des semaines, disons, à attendre la ratification du gouvernement par le Parlement. Une fois le gouvernement a été ratifié, le lendemain du jour, le conseil électoral a été installé. Donc, ceci étant dit, j'ai fait ma part du contrat dans les limites que je pour me faire là. Ça, c'est le premier élément. Et jusqu'à présent, lorsque m'a exhorté le conseil électoral, 1, pour faire évaluation et pour le faire, 2, pour élaborer un calendrier électoral, jusqu'à aujourd'hui, je me situe dans le cadre de l'accord que j'avais paraphé. Deuxième question. Je vais parler de cas qui passaient dans la douane du Cap haïtien, je vais parler dans la douane Belader, je vais parler dans la douane Wanamé. Mais je dis une chose. Des changements sont en cours dans toutes ces structures douanières pour permettre à ce que les gens qui n'ont tête, ce n'est pas des gens qui ont favorisé la contrebande. La décision qui a été prise il y a quelques mois, à ce que certains produits ne traversent pas la frontière et que c'est dans la douane ou bien dans l'aéroport privé, c'est parce que les postes de surveillance que nous mettons sous frontière deviennent inopérants. À quoi ça sert de créer un parking douanier, un poste de surveillance à Terrier Rouge et à Fond Parisien si demain matin, n'importe qui nègre, prend quelques hommes armés ensemble avec elle, est capable de sauter sur ce douanier là sans réponse? Moi-même, je crois que l'instruction que je passe, c'est que ces postes frontaliers, ces parkings douaniers, ces postes de surveillance à la sortie des points de passage où la contrebande fleurit, que ces postes-là soient équipés suffisamment en policiers, soient équipés suffisamment en personnel d'encadrement, soit à être à leur tête des fonctionnaires au-dessus de tout soupçon. À partir de ce moment, un fonctionnaire qui, par négligence, par complicité, se laisse entraîner à faire du pays un hôtel de contrebandier, doit s'attendre à payer le prix. Mon monsieur. Georges Alain, pour ajouter les métropoles, actuel magazine. Président, la deuxième conférence de presse au débat, vous avez annoncé en grande pompe en campagne d'assainissement de la capitale, question de lutter contre l'insalubrité. Vous dites à la monde pas qu'à passer dans Port-au-Prince, si la campagne ça a véritablement commencé. Deuxième question, il y a des décisions que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince apprend. Est-ce qu'au courant de eux, d'autant que des avocats, des hommes de loi très connus,
qualifié illégal. Je ne vais pas annoncer en grande pompe. Je ne vais pas annoncer en grande pompe il y a un mois une campagne d'assainissement de pauvres. Moi, je dis, pays à trop sale, et je fais appel à des contracteurs de l'État, des gens qui disposaient de camions, des gens qui bénéficiaient de contrats de l'État, pour nous demander une contribution citoyenne par rapport à vétusté, obsolescence, dysfonctionnement en pile équipement qui est acheté pour SMCRS, en pile équipement pour acheter pour CNE, qui veut dire hors d'usage par manque d'entretien. Par manque d'entretien. À cette fin, nous avons fait appel à des contracteurs privés qui gracieusement te rendent disponibles pour nous tout équipement. Et nous avons même fait appel à ce moment-là. La ministre était bloquée. Tout le ministre était à la caille. Le directeur général ne recevait d'ordre que le de leur ministre qui était resté posté chez eux. Et rappelez le scandale qui fait 150 millions de gouttes, qui était nécessaire pour porter 10 000 personnes qui sont victimes de l'inondation. Les débats ne se portaient pas sur l'opportunité d'apporter la réponse. Les débats se portaient, est-ce que le secrétaire général avait l'autorité pour écrire? Donc on privilégie la forme, nous privilégions l'accessoire. Alors l'essentiel, c'est 10 000 personnes qui n'ont de l'eau, qui exposent au chikungunya, qui est exposé au Zika, qui est exposé au choléra, que nous devons porter assistance, mais ce n'est pas ça que c'est priorité, nous qui sommes là. Donc il me fallait prendre la décision. Et c'est la même chose pour la question des immondices. Et je fais appel à des contracteurs. Je fais appel à des hommes d'affaires. Le responsable de sol a gracieusement donné 40 000 gallons gaz pour nous mettre dans le camion pour faire campagne de nettoyage. Et c'est une action ponctuelle. Il y a une direction qui se charge de la gestion des résidus solides dans le pays, qui s'appelle SMCRS, qui est placée sous la tutelle financière du ministère de l'Intérieur et la tutelle technique des travaux publics. Donc, qu'est-ce qui doit être fait? Que ces institutions soient à même d'accomplir les missions pour lesquelles elles ont été créées. Et pas plus tard que mardi, immédiatement après l'installation du Premier ministre Aimé-Jean Charles, il a tenu ici même au Palais national une réunion stratégique sur la gestion des immondices et avait fait appel à tous les acteurs impliqués, qu'il s'agit des PPTC, de la planification, de l'intérieur du SNCF, afin que le problème soit posé. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de l'inventaire de l'état actuel des équipements. Et tout équipement, ça y est, réparation pour le faire pour permettre que la MCS soit en mesure de s'acquitter de cette responsabilité. Ce n'était pas en grande pompe, c'est un service public lié, quel que soit le monde qui est dans tête l'État, il n'est pas insensible à cette plan. Pendant que nous avons fait des pour de façon permanente, institutions qui viennent pour faire le faire, ça n'empêche pas qu'on fait des blitz, qu'on fait des opérations de coup de poing pour résoudre tel ou tel problème donné. Et c'était ça l'essence de ma rencontre, de mon point de presse au cours de laquelle j'avais évoqué ce sujet. Au du moins, quand la question posée, c'est décision commissaire du gouvernement. Je vais répondre très clairement. Dès mon entrée ici, de même pour la commission de vérification, tous les acteurs étaient unanimes qu'il fallait créer une commission d'enquête administrative. Ici, même dans cette salle, je me suis toujours démarqué de cette démarche de créer une commission d'enquête administrative qui s'assimilerait à un instrument de persécution politique. Est-ce que ça veut dire la justice est en veilleuse? J'avais dit que les institutions qui sont préposées au contrôle des fonds publics, à savoir l'ILCC, à savoir ICREF, à savoir la Cour des comptes,
doivent travailler en synergie et je m'étais proposé de créer un task force formé de ces trois entités légalement constituées afin de se prononcer sur la gestion des comptes publics quels qu'ils soient. S'agissant des actions actuelles du commissaire du gouvernement, votre question est-ce que mon courant est? Il y a 2 directeurs généraux qui sont encore en fonction, qui ne concernent pas cette mesure. Il y a 2 directeurs généraux en fonction. Le directeur de l'APN, il est encore en fonction. Le directeur de BMPAD, il est encore en fonction. Mais souvent, vraiment, aller clair ensemble avant, cette affaire de bateau sucre, depuis qu'il a commencé, c'est pas sur le gouvernement privé qu'il a commencé. Ensuite, deuxièmement, le commissaire du gouvernement n'est-il pas responsable de mettre l'activité en mouvement? Est-ce qu'il a besoin de mon autorisation pour mettre l'activité en mouvement contre qui que ce soit? S'agissant d'un haut responsable d'État, le commissaire quel qu'il soit n'a pas de provision pour entreprendre une action contre un haut responsable d'État sans avoir sauté l'autorisation du gouvernement. À ma connaissance, je n'ai pas été sollicité pour une quelconque autorisation. Le commissaire n'a fait que faire son travail en cette application de ses prérogatives légales, sans interférence du pouvoir, sans mes interférences personnelles. Bonjour tout le monde, bonjour Président. Moi-même, c'est Diego Cham, je travaille pour Radio Vision 2000. Et c'est 2 volets. On prend disposition dans ce qui est pour avec attribution, pour mettre en place. Parlez plus clairement, s'il vous plaît. Dans ce qui est pour avec attribution, on prend disposition en vue de poursuite du processus électoral. Là. Là, est-ce qu'on croit que l'échéance 14 mai a des possibilités pour que respecter? C'est ça? Et si, arrivé le 13 mai, par un nouveau président élu, et qui sera bien après 14 mai, et deuxièmement, en vue de création de commission de vérification, ou à dossier rencontre avec différents partis politiques qui sont concernés et par dossier élection. Le PHTK lui-même peut toujours positionner opposé à mise en place et commission de vérification. Est-ce que les correspondants qui allaient joindre PHTK dans ce sens, pour rencontrer, et tout, comment on peut prendre une position PHTK qui est même contre mise en place de commission de vérification? Merci. Ok. Je ne sais pas quoi la date des élections a jamais été une responsabilité des gouvernements quels qu'ils soient. La Constitution a créé 5 institutions auxquelles elle a reconnu le statut d'institution indépendante. Il s'agit du protecteur du citoyen, il s'agit de la Cour des comptes, il s'agit du Conseil électoral, il s'agit du Conseil constitutionnel, il s'agit de l'Académie nationale de l'université. Quand on parle d'institutions indépendantes, on parle d'institutions qui fonctionnent sans interférence aucune des autres pouvoirs de l'État. La proclamation des résultats, le traitement des dossiers des candidats, la fixation d'un calendrier électoral est une prérogative exclusive du Conseil électoral. Si après-midi, là, le Conseil électoral me demande de convoquer le peuple en ses comices, je prendrai l'arrêté pour convoquer le peuple en ses comices. Si demain matin, le Conseil électoral me dit qu'il est prêt pour les élections et que l'arrêté pour convoquer dans ces comices peut être pris, immédiatement, m'apprend. Donc, 14 mai dépend exclusivement du Conseil électoral provisoire. Deuxième question, pas aucune décision que je prends ici, pas aucune action que je prends ici, que je ne pas associer tous les acteurs là-dedans. Si vous voulez me retourner pour vous, sous consultation pour l'élection, le PHTK comme parti politique avait répondu à l'invitation pour la formation du gouvernement.
le PHTK avait proposé que le président provisoire retient le nom d'Evan Paul, de Florence Duperval-Guillaume, mon troisième nom au débat, pour être Premier ministre. Ils avaient proposé aussi un Premier ministre. Gardier Leblanc. C'était Gardier Leblanc pour le PHTK, Florence Duperval et Vance Paul, que le PHTK avait proposé comme Premier ministre ici, dans cette une réunion que j'avais eue avec eux. Pour la réunion de demain, s'ouvre même là, il fait consulter le PHTK comme parti politique a bel et bien été invité et l'accusé de réception a été signé et est disponible au Palais national. Donc tous les partis politiques représentés au Parlement, tous les acteurs politiques quelconques ayant une influence quelconque sur la situation politique sont invités à partir à cette réunion. Y compris PHTK. Quelle est votre position à vous? Monsieur le Président, je suis Alain Sakajou, je travaille pour le compte de Radio Télé Galaxie. Deux petites questions. La première, on a arrêté le président qui sorti, qui nommait Michel-Ange Léon comme nouveau patron de la nation, même si c'est AI. Et ça suivi d'installation. Procédure légitime normalement, lesquelles de passer devant la République. Et les critiques autour de ça, on peut même la payer. Qui réponse va bien, on va faire un monde pour ça, parce qu'on va respecter le processus normal. C'est la première question. Deuxième, c'est autour de l'interdiction de 23 produits pour entrer par voie terrestre en Haïti. Il y a des parlementaires qui sont sortis dans le silencieux pour demander au gouvernement de lever les ça, ou même comme fiscal et décision, ça dépend au fond pour permettre à ce que l'administration publique collecte plus l'argent. Nous, dans le premier semestre exercice fiscal, ça va comme résultat, si oui ou non, est-ce qu'on nous même dans l'exécutif, on a levé les ça, ou bien après de lui. Ok, merci. Le choix d'un nouveau directeur général pour la police nationale, c'est une prérogative partagée. Il revient au président de choisir, il revient au Sénat d'approuver. Même pas plus que ça. Avant même que je choisisse nouveau directeur général PNH là, j'ai invité la commission justice du Sénat de la République, qui était représentée à cette réunion par les sénateurs Jean-René Sénatus et Jean-Marie Salomon. J'ai discuté avec eux qu'il y a nécessité d'un changement à la tête de la police nationale vu le niveau d'insécurité qui commence à réapparaître dans le pays. Et pas oublier ce même vendredi, on a assassiné M. Bob Anglade chez lui à Akin dans son hôtel. Ce même vendredi, il y a un commerçant au Caille qui fait même magasin, il prend la Cali, il a tiré. Il mourit, Madame Chérie. Hier matin, moi, je rendre la Chambre de commerce du Sud, visite, et me parler avec Marine, me parler avec Titi, et eux même qui ont demandé changement à la tête de la direction de la police du Sud, pour que des gens dans la tête pour faire face à la recrudescence avec des bandits qui ça. Ce même vendredi, un policier qui sanctionnait Delma 33, la police Delma 33, il a tiré sous lui. Actuellement, il est à l'hôpital. Est-ce que de tels actes, l'ennemi sous ça qui s'est passé semaine dernière, on parle de plus de 35 policiers assassinés entre 2015 et 2016,
ça va demander une nouvelle dynamisme au sein de la PNH. Maintenant, vous dites, moi nommé, est-ce que je ne pas en point de nom? Dès l'instant qu'il y a annonce d'un changement au sein d'une institution, quelle est la position de celui qui est en charge? Supposons que nous avons une correspondance, m'écrit parlement, moi dit voici le choix de la personne que j'ai fait pour diriger la PNH pour les 3 prochaines années. Et pendant la période de flottement, de transition, où cette personne n'est pas en charge, qu'est-ce qui va gérer la police? Avec quelle motivation? Est-ce que je peux prendre le risque de laisser le pays dans un vide, de laisser une institution aussi importante, la seule force armée du pays dans un vide institutionnel? J'ai parfaitement respecté la Constitution. J'ai nommé M. Michael Gédéon comme directeur à titre intérimaire après avoir consulté le président de la commission justice du Sénat, et le jour même, j'ai transmis au Sénat une correspondance leur informant de mon choix et leur demander d'accélérer le processus d'approbation du directeur général. Merci, messieurs, dames. Ça c'est encore. Je pense que je dis il est clair que le pays doit surtout compter sur ses propres moyens. Avec l'épuisement des fonds pétro-caribés, avec la raréfaction de l'assistance internationale, l'État doit devoir compter sur ses propres moyens. Est-ce que l'État doit continuer à laisser ses frontières comme un passoire ou tout rentre par contrebande? La lutte contre la contrebande est indispensable pour permettre à l'État de disposer des moyens. Je ne parle pas de la liste de 23 produits, je dis que tous les produits généralement quelconques qui rentrent sur le territoire doivent être l'objet de contrôle et les droits relatifs doivent être payés, que ce soit à la douane, que ce soit dans les points de passage officiels de la frontière. Merci beaucoup. Voilà, téléspectateurs, Radio Télévision.